Ne vous inquiétez pas, David va réapparaître et le document aussi. On a toujours un petit temps de délai, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, alors j'attends que mon document réapparaisse dans l'onglet. Déjà, on te réentend. Ouais, juste là j'attends juste en fait que, Oui, que je sais. Teams, Il y a toujours que un petit Teams délai. me Il y a remette il y mon a toujours un petit document. délai. Excusez-nous, messieurs, dames, hein, pour petit aléa technique. Bon. Je le relance, Catherine. Oui, pas de souci, pas de souci. Et pour tout vous dire, en plus, David avait une coupure de courant il y a 10 minutes qui est réparée, donc on fait au mieux. Ça y est. C'est bon. Vous le voyez, Catherine? Ça arrive, ça arrive. Voilà. Très bien. Super, merci Donc, beaucoup David. je Si t'en tu prie. si tu peux juste le mettre en plein écran. Ah, je l'ai mise en plein écran là. Peut-être que le temps que ça arrive chez vous. Oui, je pense qu'il y a toujours un petit, C'est bon, vous le voyez en plein écran? non. Je le relance en plein écran, juste pour voir. Et là, Super. c'est bon. Merci, Donc, bon webinaire. merci. Donc, bonjour à tous. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va concerner, suite aux élections municipales et communautaires de 2026, les fondamentaux de la commande publique. Donc, voici le petit sommaire avec une introduction, une partie sur la mise en œuvre de l'achat, sur les élus locaux et la passation des marchés publics, les élus locaux et la responsabilité pénale dans le cadre des marchés, une partie sur les procédures formalisées et les concessions, et sur la loi SVE, loi qui est rentrée en vigueur début juin. Donc, voici, Catherine vous parlait du service téléphonique, voici quelques exemples de questions qui sont posées au service. Des marchés de travaux de moins de 100 000 €, quelle procédure mettre en œuvre, un marché public a été attribué mais n'est pas encore signé ni notifié, peut-il être déclaré sans suite pour motif d'intérêt général? Est-il possible de modifier l'AE, l'acte d'engagement, une fois qu'il a été signé entre les deux parties? Le titulaire souhaite augmenter le prix du marché de fourniture à raison de l'augmentation de ses fournisseurs. Que peut faire l'acheteur? Et un projet qui nécessite une conception de mobilier, est-ce que c'est un marché de travaux? Et sur quel seuil se baser quand la nature est différente? Est-il possible de déclarer sans suite un MAPA, marché à procédure adaptée, si les offres sont au-dessus du budget? Et, à quel moment peut être présenté un sous-traitant dans le cadre d'un marché public? Donc, on va commencer ce webinaire par une petite introduction sur comment définir un marché public. Eh bien, un marché public, il faut avoir à l'esprit que c'est un contrat qui est conclu entre une personne publique, en règle générale une personne publique, et en règle générale un opérateur privé. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez l'acheteur,
la personne publique, et d'un autre côté, vous avez celui qui va exécuter la prestation et qui est en général un opérateur privé, une entreprise. Et donc ce contrat qui est établi entre ces deux personnes, il est fait pour répondre aux besoins de la personne publique, aux besoins que la personne publique a exprimés. Il y a un principe fondamental qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'au premier euro engagé est mis en œuvre un contrat de la commande publique. Bien souvent au service, on nous dit mais oh, moi j'ai pas fait de marché, j'ai simplement acheté cela. Bah, dès que la collectivité achète quoi que ce soit pour les besoins d'un service public, c'est un marché, quel que soit le prix de celui-ci. Si je schématise, si je prends un exemple vraiment stupide, le maire, il a besoin, il est dans son bureau, il a besoin d'un stylo pour signer un arrêté, il n'a plus de stylo. Il descend à la librairie du coin et il achète un stylo à 2 € pour pouvoir exécuter son mandat. C'est un marché public. Et l'achat public, le but, c'est d'acheter efficacement et au juste prix, tout en garantissant la bonne utilisation de l'argent public. On parle de deniers publics. Ça veut dire que chaque euro que la collectivité va dépenser, il doit être optimisé pour assurer la bonne gestion de la collectivité. Il faut avoir à l'esprit que l'achat public est un véritable moteur économique et un outil politique. L'achat public en tant que tel représente environ 10% du PIB français. Donc, c'est un vecteur économique majeur et un moteur essentiel pour l'économie, qu'elle soit locale et nationale. Pour les élus, la compréhension du cadre légal dans lequel évoluent les marchés publics est indispensable pour sécuriser les achats de la collectivité. Donc, il ne faut pas prendre le code de la commande publique véritablement comme une contrainte stricte. Certes, il y a des règles à respecter, mais toutes ces règles-là doivent être appréhendées plutôt comme un outil pour réaliser le programme politique des élus et ainsi mettre en œuvre les engagements pour lesquels les électeurs ont voté. Et dans ce processus-là, ce sont les élus qui décident du besoin, c'est-à-dire que c'est le besoin politique qui va déclencher l'achat public. Quel que soit le contrat de la commande publique, quel que soit le besoin, il faut avoir conscience que dans la commande publique, il y a 3 principes constitutionnels à respecter. Ces 3 principes sont la liberté d'accès, l'égalité de traitement et la transparence des procédures. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que le principe de liberté d'accès à la commande publique veut dire que tout prestataire, quel qu'il soit, a le droit de postuler à l'attribution d'un marché. C'est dans un but de favoriser une parfaite mise en concurrence. Donc cette mise en concurrence, c'est mis en œuvre tout cela, la liberté d'accès, à travers la publicité, qui offre à tous les prestataires qui le veulent le libre accès au contrat de la commande publique. Il peut y avoir des interdictions de soumissionner, mais ça, ce sont vraiment des cas bien particuliers qui font que c'est une exception au principe. À côté donc du principe de liberté d'accès, il y a le principe d'égalité de traitement. C'est-à-dire que tous les candidats à une commande publique disposent des mêmes chances pour la formulation de leurs offres. Leurs offres doivent être soumises aux mêmes conditions d'analyse. Ça assure une concurrence saine et effective, c'est-à-dire que chaque prestataire est sur un même pied d'égalité. Il peut y avoir des exceptions au principe, comme par exemple avec des marchés réservés. Mais ce sont vraiment des cas particuliers. Les marchés réservés, c'est en règle générale qu'on réserve une partie d'un marché ou un marché en totalité à des entreprises bien spécifiques, en règle générale pour l'insertion de personnes en situation de handicap ou bien sur des entreprises qui se chargent de réinsérer des publics en difficulté. Donc, à côté de ces 2 principes, il y a le 3e qui est le principe pardon, qui est le principe de transparence. Donc, le principe de transparence, ça a pour but de garantir l'absence de favoritisme
et d'arbitraire de la part des acheteurs. C'est-à-dire qu'il faut être le plus transparent possible dans le cadre de la passation de ces marchés. Donc, dans les marchés, il y a différentes catégories de contrats. Il y a des marchés de travaux, des marchés de fournitures ou bien des marchés de services. Et il faut savoir de quel contrat on parle, parce que ça va déterminer des règles de passation qui sont applicables selon les types de marchés. Selon les types de marchés, vous pouvez avoir des seuils de publicité et des procédures différentes. Donc voyons quels sont les types de marchés. Nous avons le marché de travaux. Le marché de travaux, c'est l'exécution, la conception et l'exécution de travaux dont une liste figure dans un avis annexé au Code de la commande publique. Ça peut avoir pour but la réalisation, la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. Donc on est sur la réalisation d'un ouvrage. Un ouvrage, c'est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. La construction d'une école, c'est un marché de travaux. Un marché de fourniture, ça a pour objet l'achat, la prise en crédit bail, la location ou la location-vente de produits. Ça peut comprendre à titre accessoire des travaux et de pose et d'installation. Attention, mais c'est bien à titre accessoire. Nous avons les marchés de services. Donc là, c'est qui ont pour objet la réalisation de prestations de services par des entreprises au profit de la collectivité, par exemple du nettoyage. Il n'existe pas de définition précise de la notion de service. Ça regroupe un ensemble de services très hétérogènes. Ça peut être des prestations intellectuelles, des prestations matérielles, etc. Dans la catégorie spécifique des marchés de services, sont inclus des services qui sont entièrement soumis aux règles du code de la commande publique, c'est-à-dire soumis aux règles générales de passation des marchés publics. Et il y a des services qui sont soumis à un régime assoupli. Et il y a des services qui sont exclus du champ d'application du code de la commande publique. Donc il faut bien faire attention à la catégorie de marché de services dans laquelle on se trouve. Donc, à côté de ces marchés, je vais dire classiques, il peut y avoir des marchés mixtes. C'est-à-dire que comment se comporter quand on a un marché qui contient à la fois des fournitures, des services et des travaux. C'est-à-dire qu'un marché peut porter sur deux objets différents. Bien, le code de la commande publique prévoit que lorsqu'un marché porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. Lorsqu'un marché a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées. C'est-à-dire que si on a un marché qui comprend des travaux et autre chose, si véritablement le but principal c'est de réaliser des travaux, ce sera un marché de travaux. Quand on est sur un marché qui contient à la fois des services et des fournitures, eh bien, si les services représentent la plus grande valeur, ce sera un marché de services. Donc là, on est sur des marchés publics. Dans le code de la commande publique, il y a aussi les contrats de concession. Ça, au sein du code de la commande publique, il y a les marchés et les concessions. Ce sont des contrats de la commande publique. Donc, un contrat de concession, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes vont confier à un ou plusieurs prestataires soit l'exécution de travaux ou la gestion d'un service. Et en contrepartie de cela, l'opérateur économique, il va obtenir le droit d'exploiter l'ouvrage ou le service, ou bien ce droit d'exploitation assorti d'un prix. Donc ce contrat de concession implique obligatoirement le transfert d'un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service. Comment va se caractériser ce risque? Eh bien, ça veut dire qu'il doit y avoir une réelle exposition aux aléas du marché. La perte potentielle que pourrait supporter le concessionnaire ne doit être ni purement théorique ni négligeable.
Ce risque est aussi caractérisé par une absence de garantie d'amortissement. C'est-à-dire que dans des conditions normales d'exploitation, le concessionnaire n'est pas assuré de couvrir les investissements ou les coûts qu'il a pu supporter pour exploiter l'ouvrage ou le service. C'est-à-dire qu'il y a une part d'aléa dans un contrat de la concession. Dans un marché public, il n'y a pas d'aléa. C'est-à-dire que dès le début, on sait le prix, on a le prix du marché et on sait ce que va toucher le prestataire. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on voit la mise en œuvre de l'achat? Alors, excusez-moi, je reviens vers vous. Alors, oui, il y a des questions. Alors, quelle est la différence entre le code de la commande publique et l'ancien code des marchés publics? Alors, la différence, c'est qu'il y en a un qui est, qui n'est plus d'actualité, c'est-à-dire auquel on ne peut plus se référer, donc l'ancien code des marchés publics et le nouveau code de la commande publique. C'est-à-dire que maintenant, vous devez vous baser pour la passation de vos marchés ou de vos concessions uniquement sur le nouveau code de la commande publique. Après, si votre question, c'est de savoir exactement quelles sont les différences, je ne pourrais pas aborder cela maintenant. Si j'ai répondu à votre question, monsieur Texera, sinon précisez. Alors, bon, il n'y a qu'une seule question, donc je vais revenir. Si la réponse ne vous convient pas, monsieur Texera, vous pouvez continuer dans le chat, j'y reviendrai ensuite. Donc, la mise en œuvre de l'achat. Donc maintenant que nous avons vu quelle était la définition du code de la commande publique avec à l'intérieur les marchés publics et les concessions, maintenant on va voir la mise en œuvre de l'achat. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de l'acheteur, donc de la personne publique. Et on va passer un marché pour satisfaire ce besoin. Donc, le code de la commande publique impose à l'acheteur de définir avec précision la nature et l'étendue des besoins, c'est-à-dire avant le lancement de toute consultation. C'est-à-dire que vous devez savoir ce que vous voulez. Et ce besoin doit être caractérisé en suivant certains principes. Le besoin doit être strictement adapté à son usage réel. C'est-à-dire que vous allez éviter de demander du haut de gamme pour une utilisation qui va être restreinte ou ponctuelle. Il va être nécessaire de bien déterminer ce que vous voulez avant le lancement de tout marché. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'obtenir rapidement un résultat qui va vous être totalement inutile. Et le besoin, quand vous l'exprimez, il ne faut pas l'enfermer. C'est-à-dire qu'il faut quand même laisser une certaine marge de manœuvre aux entreprises. Pourquoi je vous dis cela? Pourquoi? Parce qu'il faut déterminer un but à atteindre. C'est-à-dire que votre besoin, vous n'allez pas dire je veux une voiture je dis n'importe quoi, essence et qui puisse faire 500 km en un plein, je dis n'importe quoi. Vous allez définir véritablement en termes de performance ou d'exigence fonctionnelle ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple pour un bâtiment, vous pouvez demander que celui-ci soit construit avec un niveau précis de consommation annuelle. Ou bien que ce bâtiment-là soit capable de maintenir une température constante de 22 degrés toute l'année, avec une consommation d'énergie la plus basse possible. C'est-à-dire que pour laisser une certaine liberté aux entreprises, il ne faut pas décrire ce que vous voulez. Il faut décrire ce que vous voulez, quel est le but que vous voulez atteindre. Si je reprends l'exemple de la voiture, il faut dire par exemple, je veux une voiture qui ait telle consommation, qu'elle soit exprimée
en consommation d'essence ou en consommation d'électricité. Il faut dire que la voiture puisse transporter 5 personnes plus du matériel. Il faut que la voiture, je dis n'importe quoi, elle ait des révisions qui soient tous les 2 ans, ou bien qu'elle ait une certaine garantie, etc. C'est véritablement ça que vous allez définir, au lieu de décrire l'objet en tant que tel. Vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas être au courant de toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont toutes les nouveautés des produits qui sont mis en œuvre. Eh bien, là, vous avez une solution. C'est-à-dire, il y a une solution qui permet de se tenir au courant de ce qui existe sur le marché. C'est ce qu'on appelle le sourcing. Le sourcing, ça permet de discuter avec des entreprises, attention, même sans passer un marché. Bon, il sera quand même tout de même nécessaire de ne pas donner trop d'informations exclusives à une seule entreprise et de ne pas rédiger, quand le besoin se fait sentir, un cahier des charges en lien avec l'une d'elles. Vous avez, pour le sourcing, vous avez des plateformes qui vous permettent de faire du sourcing. Par exemple, je dis vraiment un exemple, achatpublic.com permet de faire du sourcing. C'est ce qu'on appelle du RFI, Request for Information. C'est-à-dire qu'on va s'informer sur ce qu'il se fait. Les entreprises répondent, mais bien, nous, on a ça comme nouveauté, etc., etc. Donc, une fois qu'on a déterminé son besoin de manière précise, il va falloir déterminer quelle procédure je vais mettre en œuvre. C'est important parce que l'achat public est soumis à des règles plus ou moins strictes selon son montant. Le code de la commande publique fixe des seuils et des paliers de dépenses qui vont venir s'imposer aux acteurs publics. Et au plus la dépense est importante, au plus les procédures sont encadrées et drastiques. Donc les procédures sont définies en fonction de ces divers seuils. Au plus bas, on va dire, on a les marchés sans publicité ni mise en concurrence. Alors là, ce sont les marchés qui offrent le plus de souplesse. C'est-à-dire qu'il n'y a véritablement aucune pub et aucune mise en concurrence. Vous allez voir directement une personne pour qu'elle vous fasse votre marché, pour qu'elle exécute vos prestations. Nous avons ensuite les procédures, les marchés à procédure adaptée, que l'on appelle communément MAPA. Bien, ces procédures sont assez souples, tout en intégrant des règles de publicité qui sont plus ou moins contraignantes selon leur montant. Parce qu'à l'intérieur des MAPA, il y a aussi des seuils. Au-delà des MAPA, nous avons les procédures formalisées classiques, que sont l'appel d'offres, les procédures avec négociation, etc. Alors ça, ce sont les procédures les plus contraignantes, car elles s'appliquent à des marchés d'un certain montant et qui exigent le respect d'un cadre très strict afin de garantir l'efficience de l'achat public. Nous avons aussi des techniques d'achat, accords cadres, concours, qui permettent d'effectuer une présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre aux besoins des acheteurs. Mais ce ne sont pas des procédures en tant que telles. Nous allons nous attarder assez sur les MAPA. Pourquoi? Parce que les MAPA sont les marchés les plus courants dans le cadre de la commande publique. Ils représentent environ 70% de ceux-ci. Donc là, vous avez le tableau avec les seuils dont je vous indiquais tout à l'heure. Donc, dans la première colonne, vous avez les marchés sans publicité ni mise en concurrence. Donc, pour les catégories des marchés de fournitures et services, en dessous de 60 000 euros, attention à ce que je vais dire, hein, mais vous faites à peu près ce que vous voulez. Pour les marchés de travaux en dessous de 100 000 euros, on est sur un marché sans publicité ni mise en concurrence. Attention, on est pour l'instant à 100 000 euros. Au 1er janvier
2027, on sera à 140 000 €. Donc, dès qu'on dépasse ces seuils, pour les fournitures courantes et services, on passe au marché à procédure adaptée. Pour les fournitures courantes et services, de 60 000 à 89 999,99 €, on est sur une publicité libre ou adaptée. On verra ce que veut dire ensuite la procédure libre ou adaptée. Et de 90 000 à 216 000, toujours pour les fournitures courantes et services, on a l'obligation de faire une formalité de publicité, c'est-à-dire soit au BOAMP, soit au JAL. BOAMP, bulletin officiel des achats des marchés publics, bulletin officiel des acheteurs des marchés publics, ou dans un JAL, le journal d'annonce légale. Le JAL, vous avez la liste des journaux d'annonce légale à la préfecture. Et au-delà du seuil des MAPA, donc au-delà de 216 000 € pour les fournitures courantes et services, on passe aux procédures formalisées, avec une publicité obligatoire, soit au BOAMP, soit au JOU. Donc pour les travaux, en dessous de 100 000, on fait un petit peu ce qu'on veut, au 1er janvier, au 1er janvier 2027, en dessous de 140 000. Sinon, on passe un MAPA ensuite de 100 000, 1er janvier 140 000, jusqu'à 5 404 000, on est sur un MAPA. Au-delà, on est sur une procédure formalisée. Tout à l'heure, on parlait des services, des marchés de services. Il y a une catégorie de marchés de services qu'on appelle les services sociaux et spécifiques. La liste est dans le code de la commande publique, qui permettent de passer toujours un MAPA, quel que soit le montant, avec des spécificités selon, bien sûr, le montant. C'est-à-dire que en dessous de 60 000, on fait ce qu'on veut. De 60 000 à 749 000 €, enfin 750 000, on va simplifier. On est sur une publicité libre ou adaptée, et à partir de 750 000, on est sur une publicité au JOUE. Donc, est-ce que pour l'instant, avant qu'on voit le choix des critères, est-ce que vous avez des questions? Je vais revenir très vite. Oui, il y a 2 questions. Monsieur Texera. Est-ce que tu les vois ou est-ce que tu veux que je Oui, te non, les je les vois, c'est juste que j'ai le curseur qui a du mal à venir. Voilà. Alors, lors d'opérations de sourcing, comment se prémunir pour éviter de favoriser les opérateurs ayant été sourcés et ceux qui n'auront pas été avant la publication de MAPA? C'est-à-dire que, alors pour éviter de favoriser, si vous avez eu des échanges avec certains, je vais dire, potentiels candidats, toutes les informations que vous avez pu leur donner, il faudra les donner à tous les futurs candidats. Je vous rappelle le principe d'égalité de traitement. C'est-à-dire qu'ils doivent tous être au même niveau d'information. Et en dessous des seuils de la première colonne, il faut bien faire au moins... Ah, j'attendais la question. Alors, en dessous des seuils de la première colonne, donc on parle des... excusez-moi, je reviens. On parle des marchés sans publicité ni mise en concurrence. Donc, un marché sans publicité ni mise en concurrence, ça veut dire que vous pouvez prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites un petit peu ce que vous voulez, vous pouvez prendre n'importe qui. Si vous faites une demande de 3 devis, ça veut dire que vous faites une mise en concurrence. Les textes ne l'empêchent pas. Il y a même une jurisprudence récente du Conseil d'État, parce qu'il y avait un doute, c'est-à-dire que si en dessous du seuil de 60 000 €, si on mettait en concurrence, est-ce qu'on faisait basculer la procédure en procédure adaptée? Eh bien non.
C'est-à-dire qu'en dessous de 60 000 €, je parle pour les fournitures courantes et services, hein, vous avez compris, hein, pour les marchés de travaux, c'est d'autres montants. Mais bon, pour des marchés sans publicité ni mise en concurrence, quand on est en dessous de ces seuils-là, si vous faites une publicité, eh bien, rien ne vous empêche de le faire. Vous ne basculez pas en MAPA et vous pouvez tout à fait faire 3 devis et après choisir le mieux disant selon les critères que vous allez édicter. Mais attention, faire 3 devis, c'est quand même s'astreindre à une certaine, à un certain formalisme, c'est-à-dire que vous allez devoir contacter des entreprises, vous allez devoir étudier les devis et faire un choix. Alors qu'un marché sans publicité des mises en concurrence permet tout simplement d'aller voir n'importe quelle entreprise et de leur dire j'ai ça à faire. Très bien, moi je vous fais ça pour tant. D'accord, je suis d'accord et on signe le devis. C'est très rapide en fait. C'est un gage de facilité et de rapidité. Introduire du formalisme là où on vous laisse une certaine liberté, vous le pouvez. Mais c'est quand même je vais dire, perdre du temps alors que le code vous permet d'être assez rapide. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Donc, monsieur Texera, comme d'habitude, si vous voulez un complément, vous continuez à me poser vos questions. Moi, je continue sur le choix des critères. Voilà. Donc, on a déterminé son besoin, on connaît le montant du marché, et maintenant, on va choisir les critères d'attribution, c'est-à-dire comment on va faire le choix des offres que l'on va nous soumettre. Bien, il faut avoir à l'esprit que maintenant, il y a le verdissement des critères d'attribution et que ce verdissement devient obligatoire pour l'intégralité des acheteurs publics. L'échéance, c'est le 21 août et ça va marquer une transition. C'est-à-dire que depuis la loi climat et résilience, qui a introduit de nouveaux critères, à cette date du 21 août, on ne pourra plus prendre comme critères des critères purement financiers ou optionnels en matière d'écologie. La loi climat et résilience a modifié le code de la commande publique. Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse va devoir se dérouler selon 2 schémas. C'est pour tous les avis de marché ou pour toutes les consultations engagées à compter du 21 août 2026. Donc, le critère unique existe toujours, mais le critère unique ne sera plus le critère prix. Ce sera le critère coût. Le critère coût, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de la notion de coût global qui va être calculé selon une approche qui va intégrer le coût du cycle de vie et ce coût de cycle de vie va prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Vous avez toujours la possibilité de mettre une pluralité de critères de choix. Donc, dans ces critères de choix, il y aura le prix ou le coût financier, mais l'acheteur aura l'obligation légale, quand on prévoit plusieurs critères, il y aura donc le prix, mais il y aura obligatoirement au minimum un autre critère qui sera un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. C'est-à-dire que véritablement maintenant, il faut... Alors le gouvernement avait indiqué qu'ils allaient définir et donner des exemples de critères du coût, le coût global. Pour l'instant, je ne les ai pas encore vus. Je pense qu'il a un petit peu notre chat à fouetter. Donc, on a vu la première colonne, les marchés sans publicité ni mise en concurrence. Donc, je vous rappelle, au-delà de 60 000 € pour les marchés fournitures courantes et services, enfin, en dessous de
En dessous de 60 000 € pour les marchés fournitures courantes et services et 100 000 € jusqu'au 1er janvier 2027 pardon, pour les marchés de travaux. Donc, pourquoi ce type de marché? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, monsieur Texera, c'est vraiment une souplesse. Ça permet de ne pas faire peser sur ces marchés publics des procédures coûteuses en temps et en moyens. C'est pourquoi cet allègement? C'est au regard des faibles montants et des faibles enjeux de ces contrats. Ça va être un gage d'efficacité. Même si ces marchés laissent une très très grande liberté aux acheteurs, ils ne sont pas totalement libres. C'est-à-dire qu'ils ont bien sûr l'obligation de respecter les grands principes de la commande publique et l'acheteur va devoir respecter 3 principes. C'est choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins. Si je reprends mon exemple d'Hubert qui va acheter son stylo, il ne va pas acheter son stylo toujours au même endroit. En gros, c'est ça. Pourquoi quand même une certaine liberté encadrée? Parce que l'acheteur, il manie des deniers publics. Ces deniers publics doivent permettre de satisfaire ses besoins, mais éviter tout superflu. Dans les marchés publics sans publicité ni mise en concurrence, le recours au CCAG, cahier des clauses administratives générales, n'est pas obligatoire. Ça peut être utile, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, quand on est au-delà des seuils des marchés sans publicité ni mise en concurrence, on est dans ce qu'on appelle les MAPA, marchés à procédure adaptée. Ça répond toujours à une logique de souplesse au niveau de la publicité. C'est-à-dire que l'acheteur va choisir lui-même ses modalités de publicité en fonction du montant et de la nature du besoin. Il y a la règle de la liberté. C'est-à-dire que pour les petits marchés dont le montant est inférieur à 90 000 € pour les fournitures courantes et services, l'acheteur est libre de choisir le support de publicité qu'il juge suffisant. Il faut avoir à l'esprit que la publicité doit venir informer efficacement les entreprises potentiellement intéressées afin de garantir la mise en concurrence. L'acheteur est libre pour choisir ses supports. Il faut essayer de trouver un équilibre entre coût raisonnable et efficacité. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des outils qui ne sont peu coûteux pour la collectivité. Ça peut être le profil d'acheteur, le site internet de la collectivité, l'affichage en mairie, le bulletin municipal, ça peut être aussi la presse. Et il est inutile de passer par le BOMP. Ce n'est pas pertinent parce que vu le montant, peut-être que vous n'allez pas intéresser les entreprises qui regardent le BOMP et surtout, ça a un coût. Il est possible, comme on l'a vu tout à l'heure, de faire des devis. C'est la technique, ce qu'on appelle la technique des 3 devis. On demande des devis à plusieurs entreprises en restant vigilant bien sûr sur leur rédaction. Attention à ne pas signer aveuglément les devis présentés. Alors là, je vais m'arrêter un instant. Pourquoi j'ai mis cette phrase en rouge et pourquoi j'ai mis attention en gras? Bien souvent, au service, on a des collectivités qui appellent, qui me disent: «J'ai signé le devis présenté par l'entreprise». C'est très bien, mais on me dit: «Je dois résilier, j'ai un problème». OK, et je résilie et qu'est-ce que je vais devoir payer en cas de résiliation? Vous avez signé un devis, donc devis présenté par l'entreprise. Le contrat est la loi des parties. C'est-à-dire qu'avant de signer, enfin moi quand on me demande, qu'est-ce que je dois? Je dis: premièrement, retournez le devis et lisez les petites lignes. C'est-à-dire que si dans le devis que vous avez signé, il y a par exemple une clause qui dit: «En cas de résiliation, la personne publique devra l'intégralité du restant à payer», et bien là, excusez-moi, mais vous vous faites avoir.
C'est pour ça que je n'aime vraiment pas quand les collectivités signent à l'aveugle les devis présentés. Avant de signer un devis, on le lit dans son intégralité pour être sûr, au final, en cas de problème, ben, on sait à quoi on va être confronté. Les délais de réponse des entreprises en MAPA, eh bien, ils sont libres. Mais attention, ils doivent être raisonnables. Ils doivent s'adapter à la complexité du marché ou à ses contraintes. Par exemple, une visite sur site. On l'a vu, donc là, on est sur une publicité adaptée. Mais dès que la valeur estimée du besoin atteint un certain seuil, la loi impose un cadre minimal pour garantir que les entreprises soient informées. Donc, à partir de 90 000 euros et jusqu'au seuil de procédure formalisée pour les fournitures courantes et services, l'acheteur a l'obligation de publier son avis de marché soit au BOMP, bulletin officiel des annonces, pardon, des marchés publics, soit dans un JAL, journal d'annonces légales. Donc, sur la passation des MAPA, il faut avoir à l'esprit que en marché à procédure adaptée, ce sont des marchés qui sont assez souples et il est possible de recourir à la négociation. Si vous voulez recourir à la négociation dans votre procédure de passation, il faut obligatoirement l'indiquer dès le lancement de la procédure de consultation. Principe de transparence. Ça doit être mis soit dès le lancement dans l'avis de publicité ou bien les documents de la consultation. Pourquoi? Ça permet aux candidats d'en tenir compte lorsqu'ils vont élaborer leurs offres. Le but de la négociation, c'est de rendre une offre plus compétitive et garantir à la personne publique une meilleure qualité. La négociation, elle peut porter sur toutes les composantes de l'offre, le prix, la qualité du matériel ou bien encore les garanties, etc. Et la négociation, je vous rappelle un principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire que la négociation, quand on va la mettre en œuvre, il va falloir prouver en cas de saisine du juge, il va falloir prouver qu'elle s'est déroulée dans des conditions strictes d'égalité. C'est-à-dire il va être nécessaire d'organiser les mêmes modalités pour l'ensemble des candidats. Il y a toujours une limitation qui est possible, c'est-à-dire que on peut décider de limiter le nombre de candidats qui va être admis à négocier. Il va falloir l'indiquer dès le lancement de la procédure, même si dès le lancement de la procédure, pardon, et on peut même prévoir, si on ne fait pas de négociation, de limiter le nombre des candidats. Ensuite, il va revenir à l'acheteur de sélectionner, selon les critères qu'il a établis, les candidats avec lesquels il va négocier. Pourquoi limiter le nombre de candidats admis à négocier? Eh bien, ça peut éviter un trop grand nombre de candidats qui vont rentrer dans la négociation. Pourquoi? Parce que si vous avez un trop grand nombre de candidats, ça peut engendrer une perte de temps et moins de souplesse dans le cadre de votre passation. Les critères de choix des offres vont devoir être explicités et portés à la connaissance des candidats dès le lancement de la consultation. Le code de la commande publique n'impose pas une pondération chiffrée. Les critères peuvent être simplement hiérarchisés par ordre d'importance. Toutefois, en règle générale, pour sécuriser juridiquement la procédure et garantir une information claire aux candidats, il reste fortement conseillé de les pondérer. Dans les MAPA aussi, comme les marchés simplifiés des mises en concurrence, la référence à un MAPA à un CCHG n'est pas une obligation. Mais l'intérêt pratique des CCAG, c'est qu'ils contiennent un cadre de règles éprouvées et qui peut être utile pour la bonne exécution du marché ou le règlement d'un litige avec le titulaire. Attention, les CCAG, si vous pouvez y faire librement référence, vous pouvez tout à fait y déroger à certaines clauses. C'est-à-dire que à côté de votre CCAG,
vous allez prendre un CCAP, cahier des clauses administratives particulières, dans lequel vous allez bien préciser à quelles règles vous dérogez du CCAG. Si on ne fait référence à aucun CCAG, le contrat va être régi par les règles générales relatives au contrat public. Donc dès que vous avez fait votre choix sur le candidat ou sur les offres, vous devez notifier sans délai la décision de rejet au candidat concerné. Dans le cadre des MAPA, il n'y a pas de délai de standstill. C'est le délai minimal de réflexion réglementaire entre la notification et la signature du contrat. Donc ce n'est pas imposé en MAPA, mais vous pouvez cependant décider de vous y astreindre volontairement pour prévenir les risques de contentieux. L'information des candidats rejetés. Donc, dès que vous avez fait votre choix sur les candidatures ou sur les offres, vous devez notifier la décision de rejet aux candidats qui sont concernés. En MAPA, vous n'êtes pas tenu de détailler spontanément les motifs du rejet dans le premier courrier. En fait, vous faites simplement un courrier indiquant que l'offre n'a pas été retenue ou que la candidature n'a pas été retenue. En revanche, si un candidat évincé en fait la demande écrite, vous avez l'obligation légale de lui communiquer ses motifs détaillés sous 15 jours. Qu'est-ce qu'on va communiquer si l'offre était non conforme, irrégulière, inappropriée ou inacceptable? Eh bien, l'acheteur doit transmettre au candidat qui le demande les motifs précis du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre qui a été retenue, le nom de l'attributaire ou des attributaires du marché. Attention, il y a une limite dans le cadre de la communication. C'est qu'on a souvent cette question au service, c'est-à-dire que vous devez communiquer, mais il y a une limite, c'est le respect du secret des affaires, secret industriel et commercial. C'est-à-dire que quand vous communiquez, vous allez occulter les données confidentielles de l'entreprise lauréate, les moyens humains, les détails techniques de son offre, etc., etc. Comme je vous le disais, on a souvent cette question au service. C'est-à-dire que j'ai une demande de communication. Est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas communiquer? Donc on discute avec la personne et il y a une règle, c'est si on a un doute, si on ne sait pas. Si vous ne savez pas si vous devez communiquer ou vous ne devez pas communiquer, la règle, c'est de ne pas communiquer. Pourquoi? Parce que si vous ne communiquez pas, le pire qui puisse vous arriver, c'est que le candidat en face qui n'a pas eu sa communication, il saisisse la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. C'est un préalable obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attaquer votre refus d'information sans avoir au préalable demandé l'avis de la CADA. La CADA, au vu des éléments que l'on va lui apporter, va indiquer si oui ou non les documents sont communicables. Si la CADA dit vous devez communiquer et que là, vous refusez toujours de communiquer, c'est là que la personne qui a vu son offre rejetée pourra alors saisir le tribunal administratif. Donc, avant de voir les élus locaux et la passation des marchés, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a. Alors. Des dossiers de marché initiés en interne au sein de la collectivité avant le 21 août 2026 doivent donc être actualisés avant le lancement du marché après cette date. Alors, quand vous parlez de marché initié, donc vous me précisez en interne, donc j'imagine qu'il n'y a pas eu d'avis de publicité
qui ont été lancés. Donc, bien, si vous les lancez après le 21 août 2026, il faudra obligatoirement avoir à l'esprit que les critères doivent prendre en compte des critères environnementaux. Si ce n'est pas votre cas dans les dossiers en interne que vous avez actuellement, il faudra reprendre cela. Le moteur de recherche de la CADA contient de nombreux avis en matière de marché public. Oui, c'est vrai, ils ont fait des tableaux pour dire ce qui est communicable, ce qui n'est pas communicable. C'est assez bien fait. Alors, le moteur de recherche de la CADA, des fois, je m'en méfie un peu, hein. Alors, pour être honnête avec vous, des fois, il est plus rapide de trouver des avis de la CADA en tapant des mots-clés sur Google que véritablement en utilisant le moteur de recherche sur le site lui-même de la CADA. Des fois, vous en trouvez dans Google que vous ne trouvez pas sur le site de la CADA. Et ceux que vous trouvez sur Google, après, vous pouvez, avec les numéros, les retrouver sur le site de la CADA. Mais avec le moteur, vous ne tombez pas dessus. Vous tombez pas dessus. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Donc, les élus locaux et la passation des marchés. Donc, quel est le rôle de l'exécutif dans la passation des marchés? Eh bien, au niveau des collectivités, la passation des marchés repose sur une compétence partagée. C'est-à-dire, il y a une compétence de l'exécutif, qui est le maire ou le président de l'EPCI, et l'assemblée délibérante. Le lancement de la procédure, c'est une compétence exclusive de l'exécutif. C'est-à-dire que la compétence pour le lancement d'une procédure appartient véritablement uniquement à lui. Il est indépendant dans ce cadre-là. Même s'il ne dispose d'aucune délégation de l'Assemblée délibérante pour signer les marchés, eh bien l'exécutif peut toujours valablement lancer une procédure de passation, publier les avis de marché et mener la consultation à son terme. Ce qui lui sera interdit, ce sera de signer. L'Assemblée délibérante, elle est compétente par défaut pour autoriser la signature des marchés. C'est sa compétence propre. C'est-à-dire que sans délégation, l'exécutif, lui, ne pourra pas signer un marché de sa propre initiative. S'il le fait, le marché sera considéré comme illégal, puisqu'il n'avait pas la compétence. Alors bien sûr, vous savez, il y a des délégations qui permettent d'assurer la réactivité et la fluidité de la gestion quotidienne de la collectivité. C'est-à-dire que l'assemblée délibérante va déléguer très fréquemment, même pratiquement tout le temps, bon, sauf conflit bien sûr. Donc dès le début du mandat, une partie de sa compétence au maire ou au président de l'EPCI en vertu des articles du CGT pour qu'il puisse passer seul les marchés. Donc ensuite, il faut savoir, donc on part sur le principe de la délégation, mais quel est le montant que l'on va y mettre à cette délégation? Donc la délégation doit être bornée, elle doit être encadrée. Et l'Assemblée délibérante fixe un montant financier plafond au-delà duquel l'exécutif ne pourra plus signer seul et devra donc passer par un vote de l'Assemblée pour lui permettre de le signer. Donc il faut essayer de trouver un bon équilibre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fixer un seuil de délégation qui soit trop bas. Pourquoi? Parce qu'un montant trop bas, ça risquerait d'alourdir inutilement l'action publique en forçant le passage régulier de petits marchés, au demeurant qui peut être bien courant, devant l'Assemblée délibérante. Donc là, il n'y a pas de méthode de calcul, hein, pour être précis, il appartient à chaque collectivité de définir ses propres limites financières. Afin de déterminer ce seuil de manière pertinente, il est recommandé de réaliser un bilan et une analyse des marchés publics passés lors de la précédente mandature. Là, c'est vraiment à chaque collectivité de travailler là-dessus. Pourquoi?
vous comprendrez très bien que la délégation qui est donnée au maire de Bordeaux va ne pas être du même montant que celle qui va être donnée au maire d'une commune de 2000 habitants. Donc les élus et la responsabilité pénale. On va commencer par le conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que dans l'exercice du mandat d'un élu, la passation des marchés publics, c'est vraiment une zone de vigilance majeure. Les élus, on peut les attaquer sur plein de choses, mais spécifiquement, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se faire jour lors de la passation de marchés publics. Une loi récente est venue redéfinir le champ d'application. Elle a voulu véritablement mettre en œuvre un critère de conscience, c'est-à-dire en démontrant la véritable intentionnalité de l'acte. Même si l'intentionnalité de l'acte doit être démontrée, il est nécessaire de se montrer prudent et vigilant. Le conflit d'intérêts, même s'il y a des risques, ça ne doit pas paralyser l'action locale. Qu'est-ce que c'est le conflit d'intérêts? Eh bien, c'est une situation d'alerte en amont de la passation. Ce n'est pas un délit pénal en soi, mais il peut le devenir si rien n'est fait. Vous avez une définition dans le code de la commande publique. Le conflit d'intérêts, c'est toute situation où un élu ou un agent intervenant dans la procédure de passation a un intérêt direct ou indirect, notamment financier ou personnel. Et cet intérêt pourrait compromettre son impartialité et son indépendance. Par exemple, l'élu siège à la CAO, la commission d'appel d'offres, pour la construction d'une école et l'entreprise d'une connaissance, famille, ami, a déposé une offre. Là, on est dans un conflit d'intérêts. Et dès que cette situation est identifiée, pour éviter tout risque, l'élu va devoir appliquer le devoir d'abstention. Il va devoir se déporter. Il doit se retirer de la commission, ne pas participer au débat, ne pas voter et ne signer aucun document lié à ce dossier. C'est-à-dire qu'il doit vraiment se tenir à l'extérieur de tout le processus de passation. C'est-à-dire même discuter en dehors avec les élus, avec des élus de ce marché-là. Le conflit d'intérêts, il va exister uniquement dans le cadre d'une interférence entre un intérêt public et un intérêt privé. C'est-à-dire que deux intérêts publics opposés ne vont plus constituer, depuis la nouvelle loi, un conflit d'intérêts. C'est-à-dire quand l'élu était dans le conseil municipal et dans un élu intercommunal et qu'il y avait un conflit d'intérêts entre les deux, eh bien, il y avait un conflit entre l'intérêt communal et l'intérêt intercommunal, l'élu qui était au milieu, on pouvait le faire tomber sous le coup du conflit d'intérêts. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, à côté du conflit d'intérêts, nous avons la prise illégale d'intérêt. Je vous rappelle que le conflit d'intérêt peut se transformer en prise illégale d'intérêt. Et cette fois-là, on tombe sur le code pénal. La prise illégale d'intérêt, c'est le fait pour un élu de prendre, recevoir ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération dont il a pu, au moment de l'acte, avoir la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Donc la loi de fin 2025, a clarifié le texte du code pénal pour préciser que l'intérêt doit être de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'élu. Désormais, l'intérêt en cause doit altérer réellement l'impartialité de l'élu. Une simple situation ambiguë ne suffit plus. L'élu
doit avoir agi en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il va falloir prouver l'intentionnalité. Il faut faire attention avec la prise illégale d'intérêt, puisque ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 500 000 euros. Et ce montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Il est à noter dans les petites communes, c'est-à-dire dans les communes comptant 3500 habitants au plus, les maires adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. Donc nous avons vu le conflit d'intérêts, qui n'est pas en soi une infraction pénale, mais qui peut le devenir en se transformant en prise illégale d'intérêt, qui elle est une infraction pénale, et nous avons à compter le délit pénal de favoritisme. Là, c'est le fait pour un élu ou un agent de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans le cadre de la commande publique. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être négocier secrètement avec une entreprise en dehors du cadre fixé ou modifier les critères de notation en cours de route pour favoriser un candidat. Ça peut être rédiger un cahier des charges sur mesure pour qu'une seule entreprise locale puisse y répondre. La sanction, 2 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Là encore, le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Vous allez me dire quel est le rôle de l'élu dans tout ça. Eh bien, il faut avoir conscience que l'exercice d'un mandat local impose de trouver un équilibre permanent entre deux impératifs. C'est la vigilance juridique pour faire face aux risques pénaux et c'est l'obligation d'agir pour répondre aux attentes légitimes des administrés. Il faut avoir conscience que le risque, ce n'est pas l'inertie publique, ça ne doit pas conduire à ne plus bouger. Les élus doivent impérativement avoir conscience des risques juridiques liés à la gestion des marchés, mais cette peur du risque ou la crainte de contentieux ne doit en aucun cas entraver ou paralyser l'action des élus. Le principe de précaution ne doit pas se transformer en un principe d'inaction. Donc, comment faire? Eh bien, il est indispensable de s'entourer de précautions tout au long du mandat. Il est aussi nécessaire de mener à bien l'action publique pour laquelle la collectivité s'est engagée. Pourquoi? Parce que l'acheteur public doit concrétiser les investissements, les projets et les services attendus par les habitants. La réalisation de ce programme politique et technique, ça constitue la base même de la confiance qui a été accordée par les citoyens à leurs représentants. Donc, pour réduire ces risques, alors les élus disposent de plusieurs leviers. Donc, il y a l'expertise technique, c'est-à-dire que la définition précise du besoin et le choix des procédures doivent être sécurisés en amont par les services juridiques et financiers de la collectivité, ou bien par un organisme extérieur, une assistance à maîtrise d'ouvrage, un bureau d'études. Le code de la commande publique offre des outils permettant d'alléger le formalisme et de gagner en efficacité, tout en garantissant la transparence. C'est ce qu'on a vu dans les MAPA, c'est ce qu'on a vu aussi dans les marchés sans publicité ni mise en concurrence. En matière de conflit d'intérêts, le déport immédiat et formalisé permet à l'élu de se protéger tout en laissant la collectivité attribuer le marché et réaliser l'équipement ou le service attendu par la population. Formaliser ce déport, c'est adopter une transparence, c'est montrer en cas de litige au juge, eh bien voyez-vous, moi j'étais en état de conflit d'intérêts, je me suis déporté, je l'ai formalisé et je me suis tenu à l'extérieur de tout le processus de passation.
Donc, avant de voir les procédures formalisées et les concessions, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a. Alors, bonjour, quelles sont les informations que le titulaire d'un marché public est en droit d'obtenir concernant les offres des candidats non retenus? Les candidats non, alors, les candidats non retenus, il peut avoir comme information sur les candidats non retenus le montant global de leurs offres. Le classement et les notes, non, c'est uniquement le montant global de leurs offres. Se déporter de tout le processus, voilà, se déporter, excusez-moi, j'étais pas descendu. Se déporter de tout le processus de passation, cela concerne-t-il toutes les phases successives d'instruction du dossier de marché public? Oui. Se déporter, c'est ne pas suivre tout le processus en interne et en externe, c'est-à-dire tout le processus de définition du besoin, choix des critères, etc. Et tout le processus qui est après la phase de publicité. Quid de la CAO, municipale ou intercommunale? Alors, monsieur Texera, si vous voulez préciser quid de la CAO dans le cadre où il y a des élus qui seraient intéressés? Je vous laisse un petit instant pour me dire oui ou non, ou pour préciser. Quid de la CAO, documents qui doivent présenter. Vous voulez dire quels sont les éléments que l'on doit présenter à la CAO pour le choix d'une offre? Ben, en fait, pour le choix des offres, vous allez, dans le cadre de la procédure de passation, vous allez demander au candidat un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont monter une offre d'un point de vue technique et par rapport aux critères que vous avez édictés, vous allez travailler, la CAO va travailler et faire un rapport. Ce rapport, en règle générale, l'analyse des candidatures et des offres, et ça peut être fait directement en CAO, ça peut être fait aussi par les services en amont. Et la CAO, quand elle va intervenir, à la vue des éléments qui ont été apportés par les candidats et par les offres des candidats, elle va sélectionner par rapport aux critères qu'elle a édictés et opérer un classement. Et ce classement va nous déterminer qui est le candidat le mieux classé, donc le mieux disant, donc celui qui va se voir attribuer le marché. Mais après, il n'y a pas de... si votre question c'est quels sont les documents précis que l'on doit présenter, il n'y a pas de listing. Là, c'est véritablement le besoin de l'acheteur qui va déterminer les éléments que l'on doit apporter afin de pouvoir juger les offres. Donc, pour l'instant, il n'y a plus de questions, mais on y reviendra tout à l'heure. N'hésitez pas à les écrire hein, pendant que je vous présente les différents diapos et on y reviendra tout à l'heure. Donc, les procédures formalisées des concessions. Petit aparté, je les ai mis un petit peu à part parce que ce n'est pas vraiment les procédures les plus utilisées. Donc, il y a une multitude de procédures formalisées. Contrairement, on l'a vu au marché à procédure adaptée où l'acheteur dispose d'une certaine liberté d'organisation, les procédures formalisées, elles sont très strictes. Elles s'imposent obligatoirement dès que le montant du marché dépasse certains seuils. Et ce cadre-là, comme je vous l'ai dit, est strict, minuté et hautement surveillé. Les procédures formalisées, elles deviennent obligatoires lorsque la valeur estimée du besoin atteint ou dépasse les seuils suivants. Donc, je vous ai remis les montants. Pour les marchés de fourniture courante et de services, 216 000 € hors taxes, 432 000 € dans le cadre des entités adjudicatrices. Pour les marchés de travaux, c'est à partir de 5 404 000 €. Donc, quelles sont les diverses procédures
formalisée, nous avons l'appel d'offres, qui peut être ouvert ou restreint, c'est-à-dire avec une sélection de candidats ou sans sélection de candidats, admis à présenter une offre. Donc c'est la procédure de droit commun, c'est la plus courante. La négociation, il faut avoir à l'esprit que la négociation est strictement interdite, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas discuter des prix ou des prestations avec les entreprises. Vous pouvez seulement demander des précisions mineures. Les entreprises, elles déposent une offre définitive et l'acheteur doit choisir la meilleure par rapport aux critères qu'il a pu édicter. Il y a des délais minimaux pour déposer les offres. La loi, elle impose au minimum 35 jours. Ce délai peut être réduit, par exemple à 30 jours, si la transmission se fait par voie électronique. Donc je passe assez vite sur les procédures formalisées, c'est parce que ce n'est pas vraiment les plus courantes. La procédure avec négociation, cette procédure formalisée, elle va permettre à l'acheteur là de négocier les conditions du marché avec les candidats sélectionnés. Attention, son utilisation et le recours à la procédure avec négociation est strictement cadré. C'est pour des projets complexes, des conceptions innovantes ou bien lorsque l'appel d'offres n'a généré que des offres irrégulières. Nous avons aussi le dialogue compétitif. Alors ça, c'est utilisé véritablement pour des projets particulièrement complexes, infrastructures lourdes, projets informatiques d'envergure. Et c'est une procédure qui est utilisée quand l'acheteur n'est pas en mesure de définir seul les moyens techniques ou juridiques pour répondre à son besoin. L'acheteur va alors dialoguer avec les candidats pour définir ensemble la solution avant de leur demander de remettre une offre finale. Donc, nous avons vu les marchés publics avec les diverses procédures. Et il y a d'autres contrats de la commande publique qu'on appelle les concessions. C'est-à-dire que les concessions sont divisées en deux grandes catégories principales qui sont fondées sur leur objet, complétées par une sous-catégorie sectorielle. Donc nous avons les concessions de services. Donc c'est la catégorie la plus fréquente pour les collectivités. Elle a pour objet la gestion d'un service avec ou sans réalisation de travaux complémentaires. Nous avons classiquement la DSP. Je vous rappelle que la DSP est une concession. C'est le cas particulier de la concession de service lorsqu'elle est conclue par une collectivité territoriale et qui porte spécifiquement sur un service public, par exemple la distribution d'eau potable, la gestion des transports urbains, la collecte des déchets, les pompes funèbres, etc. Nous avons à compter la concession de services simples. Ça porte sur une activité commerciale ou économique et qui ne revêt pas la qualification de service public. L'exploitation d'une cafétéria dans un bâtiment public ou la gestion de parkings payants. À côté de cela, nous avons les concessions d'aménagement qui sont prévues par le Code de l'urbanisme. C'est confié à un aménageur la réalisation d'une opération d'aménagement, création d'un écoquartier, d'une ZAC. L'aménageur va assumer une partie du risque financier lié à la commercialisation des terrains. Je vous rappelle que dans les concessions, le titulaire va assumer un risque financier non négligeable. Nous avons ensuite les concessions de travaux. Ça, c'est vraiment pour des ouvrages assez spécifiques, pour des gros travaux en fait. C'est pour l'exécution ou la conception, réalisation d'un ouvrage de bâtiment ou de génie civil. Donc la rémunération du concessionnaire va provenir de l'exploitation de l'ouvrage qu'il aura construit, généralement par la perception de redevances ou de tarifs payés par les usagers. Ça peut être par exemple la construction ou l'exploitation d'une autoroute à péage, d'un pont, d'un stade ou d'un centre aquatique. Dans les procédures formalisées, quelles qu'elles soient, il y a l'intervention de la CAO. La CAO n'intervient que dans les procédures formalisées. Donc, la commission d'appel d'offres, c'est un organe pluraliste. L'élection de ses membres a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. C'est un lieu de transparence totale. Alors, je vous rappelle que siéger en CAO, ce n'est pas faire de la politique ou juger le bien fondé du projet. La CAO, elle est là uniquement
pour comparer rigoureusement les offres des candidats. C'est ce que je disais tout à l'heure. En règle générale, c'est les services de la collectivité ou bien un bureau d'études externes qui prépare un rapport d'analyse des offres. Des notes sont attribuées aux candidats en fonction des critères qui ont pu être définis dans le cadre de la procédure de passation. Et en CAO, les élus vont voter. Et ce vote se fera en tenant compte du rapport. Il est possible pour les élus de ne pas suivre ce rapport et de modifier les notes, conduisant au choix d'une offre moins bien classée au départ. Mais alors là, il sera absolument nécessaire de justifier ce choix. Sinon, la procédure pourra être déclarée irrégulière par le juge, ou bien la procédure pourra recevoir des observations du préfet avant une éventuelle saisine du juge. Le rôle de la CAO, le rôle de la CAO, il est réduit à une seule chose depuis les réformes. La CAO, elle choisit le titulaire. Elle attribue l'offre économiquement la plus avantageuse. C'est uniquement son rôle dans le cadre des procédures formalisées. Donc je vous ai dit que la CAO, elle intervenait uniquement dans le cadre des procédures formalisées. Mais en dessous des seuils européens, il y a une souplesse. Le code de la commande publique n'impose absolument pas l'intervention de la CAO. Donc c'est donc l'acheteur qui est seul compétent pour attribuer le marché. Mais la CAO, elle peut intervenir en MAPA dans deux scénarios bien spécifiques. Ça peut être par une décision interne, c'est-à-dire que la collectivité, imaginons, a rédigé un guide interne ou une délibération qui oblige à consulter la CAO au-delà d'un certain montant propre. Par exemple, soumettre tous les MAPA de travaux de plus de 200 000 euros. Attention, si vous avez un guide interne, un règlement intérieur qui oblige à passer les MAPA, dans mon exemple de travaux à plus de 200 000 euros, à les passer devant la CAO et que vous ne le faites pas, juridiquement, votre procédure est tout à fait attaquable. C'est-à-dire si vous édictez un règlement, vous le respectez. Ça peut être une saisine volontaire, c'est-à-dire que l'exécutif choisit d'associer la commission sur un dossier complexe, sensible ou politique, afin de sécuriser la décision. C'est-à-dire qu'on on va lui demander un avis. En MAPA, sauf si les règles internes, donc je vous l'ai dit, de la collectivité lui délègue expressément le choix final, la CAO va émettre un simple avis. Et l'exécutif va conserver le dernier mot pour le choix de l'offre et donc pour la signature du marché. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on regarde les apports? Alors, le vote en CAO implique-t-il une responsabilité pénale pour les élus ayant voté? Alors, pour moi, la responsabilité pénale des élus dans la CAO, ce serait uniquement en cas de conflit d'intérêts ou de prise illégale d'intérêts ou de délit de favoritisme. Si les élus sont totalement, je vais dire, extérieurs aux candidats et qu'ils votent en respectant les critères qui ont été édictés, je ne vois pas quelle pourrait être leur responsabilité pénale. Donc, voyons les apports. La loi SVE, qu'est-ce que c'est la loi SVE? Bien, promulguée, je vous ai dit, j'ai dit début juin, mais je crois que c'est fin mai. Le 26 mai 2026, la loi SVE, c'est la loi de simplification de la vie économique. Cette loi, elle introduit des changements majeurs visant à alléger les contraintes administratives, dynamiser l'économie locale et fluidifier les projets. Bon, comme à chaque réforme, hein, comme à chaque simplification, il faut comprendre ce qu'elle change déjà, en premier abord, avant de véritablement dire que c'est une simplification. Donc la simplification, elle porte, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit plusieurs fois, sur le nouveau seuil de gré à gré pour les travaux. Il va y avoir la possibilité de passer un marché sans publicité et mise en concurrence préalable, juste le marché de travaux, jusqu'à 140 000 euros hors taxe. Je vous rappelle tous les grands principes de la commande publique, plus le fait que
l'acheteur doit veiller à la bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec la même entreprise. La loi SVE apporte un boost pour l'achat innovant. Dès le 1er juillet 2026, donc depuis hier, il y a une hausse du seuil de dispense de procédure à 140 000 € pour l'achat de travaux, fournitures ou services innovants. Il y a la réservation de lots pour ce que l'on appelle les jeunes entreprises innovantes. Les acheteurs vont pouvoir désormais réserver jusqu'à 15% du montant total d'un marché à loti à des jeunes entreprises innovantes. Règle importante, il y a une inversion sur la règle des variantes. C'est-à-dire que dorénavant, les variantes sont autorisées par principe, quelle que soit la procédure, sauf si l'acheteur l'interdit expressément dans les documents de la consultation. Il va y avoir une dématérialisation qui va être unifiée avec l'horizon 2030. C'est-à-dire qu'il va y avoir une centralisation progressive des marchés de l'État, des hôpitaux et de la sécurité sociale sur la plateforme unique Place. Et cette obligation n'est que pour les marchés que je viens de citer. C'est-à-dire que ça reste facultatif pour les collectivités locales qui conservent leur liberté de choix. Alors, je ne vous cache pas que ça fait grand bruit auprès des plateformes et peut-être que ce sera modifié. Donc là, je voulais faire un petit point particulier sur les assurances. Parce que la loi SVE a modifié spécifiquement des choses pour les marchés d'assurance. Donc, vous le savez, ces dernières années, de nombreuses collectivités ont fait face à une crise des assurances, des marchés d'assurance, avec des résiliations brutales de la part des assureurs, l'explosion des franchises ou des appels d'offres qui restent sans réponse, c'est-à-dire les appels d'offres infructueux. Eh bien, pour y remédier, la loi SVE a modifié le code des assurances. Désormais, un assureur doit respecter un préavis minimal de 6 mois pour résilier le contrat d'une collectivité territoriale ou d'un groupement. Ça protège la collectivité contre les départs précipités des assureurs. Mais attention, elle ne gèle pas les tarifs. Le rôle des élus sera donc de veiller à ce que les services anticipent les échéances pour maintenir un budget maîtrisé. C'est une certaine sécurité juridique. Ça évite à ce qu'une commune se retrouve sans couverture du jour au lendemain. Et ce délai de 6 mois va pouvoir être utilisé pour engager un dialogue constructif avec l'assureur actuel pour voir si le contrat ne peut pas être réajusté avant de tout simplement le résilier. Donc, nous en avons fini avec cette présentation. Je vous remets les coordonnées du service. Sans vous l'aurez dans la présentation. Vous avez, je vous rappelle, le nouvel outil qui est Collectif Finance. Et je viens juste voir s'il y a des questions. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc on va prendre un tout petit peu de temps si vous voulez en poser et voir. Dites-moi si je ne sais pas combien on est au final. Oh, on n'est pas beaucoup. C'est moi Pardon? c'est moi qui lève le doigt. Vas-y. Ah pardon, Peut-être t'as juste, excusez-moi, il y a une fenêtre en fait qui est juste sur ta caméra, je ne te voyais pas. Voilà. peut-être que tu peux, expliquer l'apport de Rural Consult un petit peu particulier en matière d'appui en matière de commande publique. Voilà. Je crois qu'on est en plein dans le sujet, donc j'en profite, hein. Et Voilà, je alors vous rappelle qu'on n'a rien à vendre puisqu'on est gratuit. tout à fait, totalement gratuit de A à Z. Alors, il y a un nouveau service au sein de
Rural Consult, c'est ce que l'on appelle l'appui en matière de commande publique. C'est-à-dire qu'on va intervenir en amont. On ne va pas intervenir pendant l'exécution, mais on va intervenir en amont. C'est-à-dire que si vous avez des questions spécifiques sur quel type de consultation je dois faire, comment je dois m'y prendre, quelle publicité je vais pouvoir mettre en œuvre, bon, mon marché, il est de tel montant, mais je ne sais pas qui va devoir le passer, en fait, en gros, comment m'organiser en amont du lancement d'une procédure, eh bien, vous nous contactez, on prend rendez-vous, on, on va pouvoir discuter, on va prendre du temps, hein, on va discuter avec vous de qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voudriez faire et comment le faire. Et à la fin, vous aurez vous aurez un rapport, on va dire c'est quelques pages de présentation des solutions qui peuvent être mises en œuvre par rapport aux problèmes que vous nous aurez exposés. Et vous aurez donc un écrit qui vous sera communiqué. Merci David. Je t'en prie. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je remonte dans... Non, je Oui, a crois qu'il y a priori, plus. il n'y en a plus. Je crois que tout le monde a faim. Je me permets une petite touche d'humour. Merci à toutes et tous pour votre participation. David, un grand merci pour la clarté de tes propos et pour tes réponses du tac au tac. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Je vous rappelle que le prochain webinaire sur les droits de l'opposition, le 9 juin prochain, et que nous allons programmer une nouvelle session de webinaire sur des fondamentaux pour les nouveaux élus qui sera mis en ligne et auquel vous pourrez accéder via la newsletter d'ici 10 jours. Oui, Voilà. Catherine, juste, il y avait une question sur recevrons-nous le replay et la présentation? Oui, d'ici 1 heure, je pense. Le temps que je mette la vidéo en ligne et que je mette le support en ligne. D'ailleurs, j'ai fait quelques petites modifications sur le support, Catherine, je vais te le renvoyer directement. Ah oui, du coup, ça va être bon. Ok. Un peu plus de temps alors. Oui, mais, Je te le renvoie dans les 5 minutes. Dans les 5 minutes, voilà. oui, voilà. Mais en tout cas, bon déjeuner à tous et moi, je vous renvoie le support et le lien dans l'après-midi. Merci. Merci à vous. Merci David. Je vous en prie, au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous, au revoir.